Bien, nous allons commencer notre deuxième session sur notamment une petite espèce qui nous plaît bien. C'est un petit clin d'œil à deux personnes du Morvan, une du Morvan, qui va faire un petit clin d'œil, puisque quand je suis arrivé il y a quelques années dans le Morvan, j'ai fait un peu de terrain avec lui, il s'appelait Henri Vautrin, qui a travaillé aussi pas mal sur le Morvan, sur la loutre. Et aussi dans les années aussi qui ont suivi, j'ai rencontré deux personnes aussi qui travaillent sur la loutre, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, un certain Christian Bouchardy et puis René Rozou, qui s'excuse, il n'est pas venu aujourd'hui, mais voilà, c'est un petit clin d'œil pour ces deux personnalités qui ont fait aussi pas mal de travaux et connaître aussi l'espèce de la loutre. Voilà, donc je vais passer la parole à Olivier Fouriel, qui nous fait le plaisir d'être modérateur pour cette première début de session. Olivier qui est le directeur de l'agence Seine-Amont. Merci Olivier. Merci Daniel. Je n'ai pas pu participer à vos travaux ce matin, mais je suis un habitué de vos sessions. C'est toujours un grand plaisir que je suis ici à Saint-Brisson pour les rencontres. Et c'est avec plaisir aussi que j'animerai cette session. Alors si j'ai bien compris, mon rôle de modérateur sera facilité parce qu'il y a des petits cris d'oiseaux de mammifères, oui, forcément. De mammifères quand la session est presque finie. Juste pour dire en deux mots, les agences de l'eau sont un partenaire ancien de ces démarches des rencontres de Saint-Brisson, parce qu'au-delà de la partie eau, nous intervenons de plus en plus dans la biodiversité, de plus en plus via la partie humide de la biodiversité. Je ne vois pas de l'avenir, peut-être que l'avenir nous fera intervenir de manière plus large. Vous savez qu'il y a des débats en ce moment, y compris dans le cadre de la partie loi biodiversité. Et puis sur la loutre particulièrement, ça me fait plaisir parce qu'il y a quelques années, nous avions fait intervenir, nous, dans les rencontres sur les milieux aquatiques que nous organisons, eh bien, nous avions fait intervenir sur la loutre des spécialistes du domaine parce que le bassin de la Seine est en recolonisation, mais je pense que ça nous sera présenté assez rapidement. Voilà, je ne serai pas plus long. Je passe la parole à notre première intervenante, qui est Lise-Marie Pigneur de l'Université de Namur, sur la partie génétique de la recolonisation de la loutre, cette espèce donc assez indicatrice des trames écologiques de Trabzon. Merci. S'il vous plaît, installez-vous, ne faites pas trop de bruit, on va essayer de commencer à l'heure pour ne pas décaler et pour laisser le maximum de temps aux questions. Je vous en prie. Voilà, j'ai donc la lourde tâche de vous manier éveillé après le repas. Je vais essayer. Alors, nous allons parler en effet de la génétique, de la conservation de la loutre en France. Évidemment, pour l'instant, nous sommes dans les premiers résultats. Donc, en tout cas, on aura quelques éléments génétiques des populations de cette espèce dans certaines régions de l'ouest et du centre de la France. Vous voyez que c'est une étude avec de multiples partenaires. Puisque nous travaillons sur différentes régions et qu'une partie des analyses est réalisée pour ma part en Belgique. Donc je ne vais pas donner trop de détails sur la production puisque nous aurons 4 communications sur la loutre cet après-midi, mais quand même montrer qu'au début du XXe siècle, la loutre était encore présente un peu partout en France, donc de façon très, très large. Mais qu'au fil du siècle, les territoires se sont réduits très fortement et suite à différentes pratiques et ce qu'on a nommé simplement des persécutions de l'espèce, donc des piégeages, de la chasse, et aussi des pressions liées à tout ce que subit le milieu aquatique. Et donc vers les années 70-80, les territoires encore occupés de façon significative étaient assez limités sur la façade atlantique. On parle souvent aussi de refuge dans le Massif central, on voit un petit peu au niveau du Limousin aussi sur cette carte. Donc, comme je l'ai dit, différentes persécutions et une quasi-disparition finalement au XXe siècle. Puis, dans les années 70, les statuts de protection qui alors se mettent en place. Et à partir des refuges qui étaient supposés dans le Massif central et au niveau de la façade atlantique, on a observé petit à petit une expansion. Donc, maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, la loutre recolonise petit à petit différentes régions. Et à partir de ces différentes régions, donc voilà une carte plus ou moins actualisée de 2012, donc un pattern déjà un peu plus rassurant que ce qui a été montré pour les années 70-80. Et donc différentes régions, là, sur les couleurs sombres, où les populations se reconstituaient.
Et en périphérie de ces régions, il y a de nouveaux noyaux de population qui s'observent. Alors plus précisément, une autre vue où on voit plutôt les données ponctuelles et donc quelques autres régions qui n'ont pas encore été mentionnées, même aux portes de la Belgique, intéressées également. Alors les objectifs de cette étude, je vais un peu trop vite, excusez-moi, ça c'est l'effet du crumble qui a un petit peu atteint les neurones, excusez-moi. Donc j'en viens d'abord encore un peu plus précisément sur cette introduction. Il y a quand même déjà eu des études préliminaires au niveau génétique sur la loutre, alors des études un peu plus larges au niveau de l'Europe, comme celle-ci qui couvre différentes régions, mais qui avait pour la France assez peu de données et uniquement sur la façade atlantique, donc on ne peut pas avoir une idée fine de la structure des populations. Et par contre, une étude très précise alors sur le parc des Cévennes qui avait été effectuée donc, par Xavier Janssens, qui montrait déjà une différenciation génétique, donc au moins 2 clusters génétiques sur cette région. Mais bon, on n'avait toujours pas d'informations sur ce qui se passe sur le reste du territoire, les liens entre ces populations, et donc plus de données. Une autre étude à l'échelle européenne aussi donc, avait montré, donc l'étude de Mucci et collaborateurs, c'était adressé à des marqueurs de l'ADN mitochondrial et qui montraient assez peu de diversité. Donc probablement qu'avant les problèmes vraiment du XXe siècle, les persécutions de l'espèce, on avait probablement une grande population sur l'ensemble de l'Europe. Mais petit à petit, cette population s'est fragmentée, comme on le sait, donc ça ne s'est pas passé qu'en France. Et des marqueurs plus variables que l'ADN mitochondrial, donc notamment des marqueurs qu'on appelle microsatellites, ont montré qu'il y avait une sous-structuration au niveau de l'Europe, mais même au sein de la France. Donc on ne voit pas forcément sur ce graphique ici, mais quand ils ont poussé plus loin l'analyse, ils ont montré qu'il y avait une sous-structuration et des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'admixture, où des individus présentaient des patterns un peu mixtes entre les sous-populations génétiques qui étaient observées. Mais disons qu'à part ces données, qui de nouveau étaient juste restreintes à la façade atlantique, on était un petit peu limité pour avoir une vue plus globale, une vue d'ensemble sur le territoire français, sachant que cette localisation est toujours en route et progresse chaque jour. Et on avait besoin d'un petit peu faire le bilan actuel. Et donc j'en viens à ce que nous avons fait. Les objectifs ont été pour la France de mettre en évidence la structure génétique et donc, voir s'il y avait une seule grande population au niveau génétique ou bien des sous-populations, des entités génétiques différentes, voir les relations entre ces éventuelles entités et aussi la diversité génétique au sein de ces populations. Alors le but n'est pas de faire de la génétique pour la génétique, mais d'en tirer quelque chose qui pourra aider à la conservation de l'espèce, donc mieux comprendre sa recolonisation, voir l'état de santé génétique des populations, donc est-ce que la diversité est suffisante pour assurer l'avenir, ou bien est-ce qu'on a des problèmes de consanguinité, par exemple. Et donc, voilà un petit peu la trame qu'on s'est donnée pour cette étude, qui a commencé en partie dans la région Midi-Pyrénées, et puis de proche en proche, les échantillons nous sont arrivés, et l'étude continue. Donc je reprends une carte de données relativement récente pour voir un petit peu l'étendue de la répartition de la loutre en France, et pour vous montrer où se situe notre échantillonnage par rapport à tout ça. Donc voilà. Les petits points rouges représentent les échantillons pour lesquels nous avons des données de bonne qualité qui ont pu être exploitables. Donc sur base de plus de 300 échantillons, soit de tissus ou de poils, mais essentiellement de tissus, donc de cadavres, par exemple découverts au bord des routes, ou bien d'épreintes. Nous avons pu avoir 207 échantillons qui donnent vraiment des résultats tout à fait exploitables et de très bonne qualité. Donc pour ce qui est des tissus, évidemment, on a quasiment 100% de succès. Pour ce qui est des épreintes, le succès est moindre. On peut en reparler par la suite si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Et donc voilà la répartition sur les différentes régions que nous avons actuellement, et quelques échantillons aussi en Navarre. On voulait un peu faire le lien avec les populations des Pyrénées. Donc on a extrait l'ADN par différentes méthodes, on a amplifié ces marqueurs qu'on appelle des microsatellites, qui sont des marqueurs qui sont hyper variables, je reviendrai là-dessus. On est passé par une méthode de génotypage, donc voir quels sont les 2 allèles pour chaque microsatellite, et ensuite viennent les analyses statistiques de toutes ces données qui vont nous donner une information sur la structure génétique, la diversité, et alors on est petit à petit en train d'entrer dans des approches dites démographiques pour en savoir plus sur toute l'histoire de ces populations et pas simplement
l'instantané maintenant, donc vraiment la photo des populations, mais voir ce qu'elles peuvent nous raconter sur leur passé plus ou moins proche. Les microsatellites, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pas encore, ce sont des petites séquences, des petits motifs d'ADN qui sont répétés dans le génome, et ce sont des séquences dont on dit qu'elles sont glissantes, c'est-à-dire que quand l'ADN est répliqué, il y a souvent des petites erreurs qui se créent, donc des mutations qui apparaissent rapidement, ce qui fait qu'ils sont dits hyper variables. Alors ils sont hérités de façon biparentale, une copie de papa, une copie de maman, et ça permet d'avoir une information assez fine au niveau des populations et même au niveau interindividuel. Donc par exemple, à partir d'empreintes, on pourra dire, si on a des échantillons de bonne qualité, si on a affaire à un même individu ou bien à des individus différents, et donner aussi leur degré de parenté. Donc ce sont de très bons marqueurs qui ont fait leur preuve en génétique des populations, déjà utilisés chez la loutre, mais chez des tas d'autres espèces, et donc pour la biologie de la conservation, c'est vraiment un outil précieux. J'en viens au résultat, c'est quand même ce qui va nous intéresser maintenant. Je reviens sur la structure génétique, diversité et démographie. Alors quand on parle de structure génétique, eh bien on doit pouvoir dire est-ce qu'il y a une sous-structure ou pas. Est-ce qu'on a une population homogène ici sur le territoire de la France, ou bien est-ce qu'on a des groupes un petit peu différents. Sachant que notre population de loutre a subi des pressions très importantes au siècle précédent avec quelques poches qui subsistaient, on pouvait pressentir une éventuelle sous-structure, mais il restait à le démontrer évidemment. Donc on se base sur des probabilités. On teste toute une série de schémas. On dit voilà, peut-être qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 populations. C'est ce que nous avons testé dans ce cas-ci. On aurait pu tester plus, mais on a déjà obtenu les résultats qui nous montraient qu'on était dans une gamme plus basse que 10 populations génétiques. Et donc on regarde toute une série de probabilités. Je ne vais pas revenir sur ces analyses bayésiennes qui vont nous donner de graves maux de tête en début d'après-midi. Donc je préfère aller doucement là-dessus. Mais juste voir l'essentiel, c'est-à-dire que si on regarde juste les probabilités telles quelles, on voit un nombre de clusters. Souvent on regarde le début du plateau ici. Et donc peut-être entre 5, 7, 8 clusters, quelque chose d'intéressant. Et donc différents mathématiciens ont trouvé des corrections à ce type de modèle. Et donc on doit regarder cette courbe ici, le modèle d'Evano. Et en général, on regarde le pic le plus haut. Ici, le pic le plus haut est pour 3 populations génétiques sur notre échantillonnage, mais on a un second petit pic à 5. Donc souvent, on a un pic qui peut même être artefactuel vers 2 ou 3 éventuellement. Donc on s'est intéressé à ces deux niveaux de clustering pour voir un petit peu ce que ça pouvait nous dire. Ceci pourrait témoigner d'une espèce de superstructure, et puis là, une structure plus fine. D'autres méthodes, d'autres types d'algorithmes avaient tendance plutôt à montrer une structure avec 5 groupes, donc ça confortait l'idée qu'il fallait aller voir ce qui se passait à ce niveau-ci.